Clara travaillait dans le service de chirurgie de la clinique depuis environ 6 mois. En tant qu'infirmière, elle était habituée à ce que les patients aient besoin de son aide presque à chaque minute. Les intraveineuses, les injections de toutes sortes et les pansements se succédaient, dans une succession ininterrompue de procédures médicales et d'autres tâches. Les patients aimaient Clara pour sa disposition complaisante, sa gentillesse et la sympathie qu'elle éprouvait toujours pour ses patients. La mère de Clara est décédée lorsque sa fille avait 5 ans et elle a donc été élevée par son père, Gabriel Grondin étant l'homme d'une seule femme. Il n'a jamais réussi à trouver une autre femme avec qui partager sa vie et il a donc consacré toute son énergie à élever sa fille. Clara étudie bien à l'école et rêve de devenir médecin dès son plus jeune âge. La petite fille naïve croit que si elle était le médecin de sa mère, celle-ci aurait survécu. Clara a étudié l'anatomie et la chimie, sachant qu'elle aurait besoin de ces matières pour être acceptée dans une école de médecine. Si seulement elle avait su à l'époque que son rêve d'enfant resterait juste un rêve, jamais destiné à se réaliser. Un mois avant que Clara ne soit diplômée du lycée, son père a eu un accident de voiture qui l'a mis dans un fauteuil roulant, pauvre Gabriel. Il voulait tellement danser avec sa fille au bal de fin d'année, le stress post-traumatique. Et des problèmes de santé ont privé l'homme de cette opportunité. Mais au lieu de cela, il a sombré dans une profonde dépression. Il a fallu à Clara beaucoup de temps et d'efforts pour restaurer la foi et le rétablissement de son père, ce qui ne pouvait être réalisé qu'en se faisant opérer de la colonne vertébrale. Le seul problème était le coût élevé de l'opération exprimée par le centre de neurochirurgie pour le traitement des blessures du système musculo-squelettique. Il n'y a aucun moyen de réunir autant d'argent, même pas en 5 ans. Je suppose que je vais devoir rester dans un fauteuil roulant pour toujours, dit tristement l'homme. Ne sois pas fâché papa, nous allons certainement trouver l'argent, je trouverai un travail et tout s'arrangera, Clara essaya de rassurer son père. Ainsi, au lieu de commencer l'école de médecine, la jeune femme alla à l'école d'infirmière et obtint un emploi dans la meilleure clinique de la ville. Le travail est très difficile au début car, en réalité, les infirmières ont beaucoup plus de tâches et elles sont beaucoup plus difficiles à exécuter que ce qu'elle avait l'air de faire à l'école d'infirmière. Grâce à sa persévérance et à sa détermination, Clara a compris toutes les subtilités de sa profession en un mois et est devenue l'une des meilleures infirmières du service de chirurgie. Néanmoins, les choses ne sont pas aussi parfaites que Clara l'aurait souhaité. Le principal problème est qu'elle n'a toujours pas assez d'argent pour payer la chirurgie de son père. En rentrant du travail tous les soirs, la jeune femme regarde piteusement un père qui sort toujours dans le couloir pour l'accueillir. C'est à ce moment que Clara a réalisé que l'idée qu'elle puisse un jour réunir assez d'argent pour l'opération était, au mieux, naïve. Le salaire d'une infirmière suffisait à peine à acheter les médicaments pour son père et à payer le loyer. Tout cela à cause du nouveau chirurgien, qui a commencé à travailler à la clinique à peu près en même temps que Clara. La rumeur veut que le père de Paul Aubert soit le médecin en chef de la clinique et qu'il ait des relations dans les plus hauts cercles médicaux. Profitant du patronage de son père, le jeune chirurgien négligeait ses devoirs et la plupart du temps évitait tout simplement de faire des opérations. Pour faire simple, Paul était un docteur complètement inutile, qui était néanmoins très bien payé. Mais ce n'était pas la seule chose pour laquelle le jeune chirurgien était connu. Le principal intérêt de Paul dans la vie a toujours été les femmes et l'alcool, qui pourraient très bien mettre fin à sa carrière de chirurgien s'il n'était pas maîtrisé. Clara est la seule femme qui a attiré l'attention du jeune coureur de jupons. Mais contrairement à ses collègues, elle est totalement opposée à un comportement non professionnel au travail, ayant été rejetée par Clara. Paul en voulait à la jeune infirmière qui l'avait ridiculisée devant le reste du personnel. Après cela, le jeune chirurgien a essayé d'humilier Clara et de la charger de travail supplémentaire dès qu'il en avait l'occasion. Les problèmes au travail couplés à la maladie de son père étaient un fardeau trop lourd à porter pour la jeune femme, d'autant plus qu'elle croyait encore à la justice et aux idéaux romantiques, et qu'elle n'attendait que son prince charmant. La situation était des plus insupportables. Lorsque Clara a obtenu des postes de nuit avec Paul Aubert. Même si la jeune femme n'était pas la seule infirmière à travailler au poste de nuit. Paul n'humiliait personne autant que Clara. Ces nuits ressemblaient à un enfer pour la jeune infirmière, et c'était à peine exagéré, donc, quand Clara a vu son nom sur le planning de l'équipe de nuit une fois de plus, sa déception n'a pas connu de limite. Pourquoi dois-je travailler avec lui une fois de plus,
a dit la femme sans cacher sa déception. Elle était bien consciente que Paul ne faisait que rarement du vrai travail et qu'il passait son temps à raconter des blagues obscènes aux infirmières au lieu de surveiller les patients. Le jeune chirurgien comptait toujours sur quelqu'un d'autre pour faire le travail. Il s'attendait à ce que toutes les chirurgies complexes soient effectuées par des chirurgiens plus expérimentés, dont les connaissances approfondies garantiraient un résultat positif dans la salle d'opération. Pendant ce temps, le mieux que Paul pouvait faire était de les assister ou mieux encore d'utiliser son père pour éviter de prendre part à toute procédure chirurgicale. Clara savait que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça pour toujours et que tôt ou tard, il y aurait des conséquences, si seulement la jeune infirmière savait à quel point elle était proche de la vérité. Cette nuit-là, tout a commencé comme d'habitude, elle a pris son service, vérifié les patients et effectué toutes les procédures nécessaires. Pendant ce temps, Paul était assis dans son bureau, buvant un cocktail qu'il s'était préparé. Il savait qu'il n'y avait actuellement aucun patient dans un état critique dans le service, alors il ne pensait pas avoir à s'inquiéter. Et si quelque chose arrive, Paul me couvrira, ce ne serait pas la première fois. Tant Paul pensait en feuilletant un magazine, à ce moment précis il a entendu quelqu'un crier dans la réception « Qu'est-ce que c'est que ça, Paul Dodd ?» Fronçant les sourcils, il se leva de sa chaise, mais quand le jeune chirurgien entra dans la salle d'attente, il était abasourdi. Il y avait 2 étrangers entourés, par les infirmières, un vieil homme habillé en haillons, et un autre homme que le vieil homme semblait porter. Le jeune homme se tenait au côté droit avec sa main, et gémissait. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui sont ces gens ? demanda Paul, sans cacher son indignation. « Monsieur, cet homme a besoin d'une aide urgente, tous les symptômes pointent vers une appendicite aiguë, il doit être opéré tout de suite, sinon il risque de développer une péritonite, et ce serait très mauvais le sans-abri. » expliqua-t-il en s'assurant qu'il était agréable et respectueux. L'indignation de Paul lui a littéralement coupé le souffle. « Et comment savez-vous tout cela ? Votre travail consiste à mendier de la monnaie et à fouiller dans les poubelles. Qui pensez-vous être et où l'avez-vous trouvé ? demanda Paul après s'être remis de son choc initial. Le sans-abri n'a pas semblé le moins du monde étonné et a immédiatement répondu au jeune Sergé. « Faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle, monsieur. » Il a commencé à se sentir mal dans la rue. « Je l'ai amené ici, c'était l'hôpital le plus proche, dans le coin il n'y a pas de temps à perdre, monsieur, » mais Paul ne voulait rien entendre. Enragé par les paroles du sans-abri, le chirurgien était sûr que l'homme avait un mal de ventre et n'avait pas besoin d'être opéré. Pendant ce temps, le sans-abri a commencé à parler en termes médicaux et a réussi à convaincre Clara qu'il avait raison. « Monsieur Aubert, le patient a besoin d'une intervention chirurgicale urgente, vous comprenez, pourquoi restez-vous planté là, vous n'avez pas prêté le serment d'Hippocrate ?» Le visage de Paul devient violet de colère, et des gouttes de sueur apparaissent sur son front, mais c'est alors que le sans-abri intervient. Il dépose définitivement le patient sur un chariot qui se trouve un peu plus loin, et demande à Clara d'emmener le patient au bloc opératoire. Pendant ce temps, il se rend dans les toilettes du personnel, où il prend une douche rapide et enfile une blouse. L'homme a fait tout cela si rapidement et si habilement que personne n'a éprouvé le besoin de remettre en question ses qualifications. Pendant ce temps, Paul a décidé de se retirer simplement dans son bureau, sachant que demain, il exigerait le renvoi de Clara et de l'agent de sécurité qui a laissé entrer les hommes. Clara l'assistait tout en ayant l'impression d'être coincée dans un rêve. Le vieux sans-abri ne connaissait pas seulement tous les termes médicaux, mais se comportait aussi comme un vrai professionnel. À la fin de l'opération, le vieil homme a fait un clin d'œil à Clara et lui a chuchoté « Ne t'inquiète pas, chérie, je sais ce que je fais. » Clara acquiesce et aide le vieil homme à faire les sutures. C'est tout cet homme doit penser à aujourd'hui, comme à son 2e anniversaire plus longtemps. Et il aurait développé une péritonite, qui aurait pu causer une septicémie et la mort. Le sans-abri, a ajouté, se sentant soulagé. Le reste de la nuit a été relativement calme et tranquille. L'homme qui a subi l'opération est resté stable et ni Clara, ni le vieux sans-abri qui s'est avéré s'appeler Marius Lewis n'ont ressenti le besoin de s'inquiéter. Tôt le lendemain matin, la clinique a reçu la visite du médecin en chef et du colin de la ville Howard Parker. Où est-il ? Paul, pourquoi n'est-il pas à son poste ? Le médecin en chef a demandé. Clara ne savait pas quoi répondre, elle a simplement baissé les yeux et est restée silencieuse. Heureusement,
le sans-abri est venu à son secours et a répondu à la question à la place de l'infirmière. « Je suis Marius Payet, un chirurgien, avec une grande expérience », répondit le sans-abri. À ce moment-là, le Colin qui se tenait à côté de lui s'est réveillé de manière perceptible. « Êtes-vous le même Marius Lewis ?»« Qui ?» commença l'homme. « Oui monsieur, celui-là », répondit le vieil homme, fièrement, en essayant d'ignorer la surprise qui se lisait sur le visage du médecin en chef, un membre de l'ancienne génération. Il connaissait certainement l'histoire de Marius Lewis qui a perdu sa femme et son fils il y a 15 ans dans un terrible accident de voiture. Après la mort de sa famille, le talentueux chirurgien a sombré dans la dépression et a commencé à abuser de l'alcool. Il se trouve que Marius n'avait personne pour l'aider et il a rapidement touché le fond, perdant sa maison et son travail. « Vous avez sauvé mon fils, n'est-ce pas ? » Le gardien du parking m'a tout raconté. Le Colin a demandé à Marius Lewis de sourire et de hocher la tête en guise de réponse. C'était sa première opération depuis 15 ans et le vieil homme était heureux de sentir qu'il pouvait encore aider les gens. Sentiment, le Colin a nommé Marius Lewis comme nouveau chef, passant de sans-abri à médecin en chef. En un instant, Marius a eu l'impression d'être dans un conte de fées. L'histoire de cette situation unique s'est rapidement répandue dans toute la ville, rendant ainsi Clara et le vieux chirurgien en quelque sorte célèbres.